Moi, je me présente, je m'appelle Elsa Marcel, je suis une des 4 avocates qui va défendre Anas le 18 juin avec Prisca Ancion qui est là, Julie Gonidec qui arrive et Romane Bartoli. Et on a voulu faire cette conférence de presse parce que depuis plus d'un an et demi, en fait, il y a une vraie déferlante pénale en fait, qui s'exerce à l'encontre de l'ensemble des soutiens de la Palestine. Et je pense qu'il y a une particularité de l'usage de l'infraction d'apologie du terrorisme, un usage à mon avis inédit, et je vais essayer de dire rapidement pourquoi, et pourquoi précisément parce qu'en fait on est à un niveau de poursuite politique de mon point de vue historique, il faut des réponses politiques larges, à la fois pour revendiquer le droit de défendre la Palestine, mais aussi pour défendre tout simplement la liberté d'expression et les libertés démocratiques en réalité les plus élémentaires. La réalité de ce qui se passe, c'est qu'en plus il y a une actualité tout particulière évidemment. Je pense que Rima parlera mieux que moi de sa propre convocation, mais ça a encore contribué à faire la une là récemment. Mais c'est qu'il y a une application depuis un an et demi, au pied de la lettre de la circulaire du Pont-Moretti qui a été rédigée dès le 10 octobre 2023 et qui était en réalité une injonction à tous les procureurs de France, c'est-à-dire à partir de maintenant, ceux qui disent ça, vous les poursuivez, et on assistait à une mise en musique quasiment militaire, en fait, parfaite. 3 jours après, il y avait des centaines de personnes convoquées, et c'est ça aujourd'hui à laquelle on assiste. C'est très très varié les profils. Moi j'ai défendu même des collégiennes, des anonymes, etc. Mais il y a aussi un volet particulier, et j'y reviendrai, de la persécution politique, dans le cas d'Anas et Rima notamment, mais aussi de la persécution de la presse. Et j'essaierai de dire pourquoi, mais il faut comprendre que en fait, dès 2014 et dans sa forme actuelle, l'infraction d'apologie du terrorisme qui est issue de cette loi en fait, et qui est une loi qui avait été votée à l'époque par le Parti Socialiste, ça a déjà suscité beaucoup de débats et beaucoup d'alertes d'organisations de défense des droits de l'homme, à commencer par Amnesty International et tout un tas d'autres qui disaient attention, c'est la porte ouverte à peu près tout, déjà parce que le contenu de l'infraction est flou, mais aussi parce que la peine est extrêmement brutale. Et il y avait une formule qui était éloquente, qui avait été utilisée à l'époque par Henri Leclerc, qui disait c'est quelque chose qui sert à punir des ivrognes et des enfants, parce qu'en fait le nombre de condamnations pour apologie du terrorisme avait absolument explosé, parce qu'en fait entre 1994 et 2014 il y avait 14 condamnations pour apologie, et sur la seule année 2015 il y en a plus de 330, avec une énorme partie de peine ferme et une énorme partie qui concerne des mineurs. Donc déjà c'est dans ces coordonnées là que se place en fait le débat sur l'infraction de l'apologie du terrorisme. Et il faut savoir une chose, c'est que la France en 2022 elle a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. On en parle très peu, ça ressort assez peu. Mais la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour son infraction d'apologie du terrorisme et dit 2 choses très claires. Elle dit qu'elle appelle, et la formule elle est vraiment éloquente, c'est facile à trouver, c'est un arrêt de juin 2022, Rouillon contre France. Elle dit des choses qui sont suffisamment claires pour alerter. Elle appelle les juridictions nationales, et en particulier la France, et je la cite, à l'usage de la retenue, à faire preuve de retenue dans l'usage de la voie pénale. Donc en fait elle dit calmez-vous pour réprimer pénalement ce qui relève en réalité de propos. Et ensuite, elle dit une chose claire, elle dit des peines de prison pour des propos, c'est une violation de l'article 10, c'est une violation de la liberté d'expression. Et ça, c'est très important parce que c'est une sanction directe de la loi de 2014. Et ce qui se passe en réalité depuis le 7 octobre, mais même avant, c'est, il roule de manière ouverte sur cette condamnation de la France en 2022 et il condamne en fait des centaines de personnes à des peines de prison, parce qu'il faut savoir que les peines dont écopent en fait les prévenus, c'est majoritairement des peines de prison avec sursis, mais ça reste des peines de prison, c'est une sanction qui est extrêmement lourde. Et je pense que la particularité à laquelle on assiste en plus depuis le 7 octobre, donc je le disais déjà, depuis 2014, un usage particulièrement répressif de l'infraction d'apologie du terrorisme qui permet de condamner très très largement, mais depuis le 7 octobre, la particularité c'est que ça sert à réprimer des propos sur un conflit qui a lieu au Moyen-Orient, vis-à-vis duquel la France n'est même pas formellement ou en tout cas officiellement engagée. Et en fait, c'est une extension du pouvoir de répression et de contrôle du débat public absolument inédit, parce que ça sert à imposer par la voie pénale qu'on répète mot pour mot ce que dit le Quai d'Orsay et le gouvernement français, et si on sort de cette ligne tracée, on est passible de peine de prison. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup souligner, parce que à mon avis, c'est difficilement contestable que les propos qui sont majoritairement réprimés relèvent de la liberté d'opinion. Et en réalité, je pense que c'est important de le dire, parce que moi, je me rappelle du communiqué de l'AFP qui a été publié le 28 octobre 2023, qui disait une chose claire, qui disait, je me permets de le citer parce que c'est éloquent,
L'emploi du mot terroriste est extrêmement politisé et sensible. De nouveaux gouvernements qualifient d'organisations terroristes les mouvements de résistance ou d'opposition dans leur pays. De nombreux mouvements ou personnalités issues d'une résistance en tant qualifiée de terroristes ont été reconnus par la communauté internationale et sont devenus des acteurs centraux de la vie politique de leur pays. Ils disent l'exemple le plus emblématique est sans doute Nelson Mandela. Et ça, c'est le rédacteur en chef de l'AFP qui le dit. Et la réalité, c'est qu'ils sont en train de poursuivre et de condamner des gens qui disent peu ou prou la même chose dans les tribunaux. Et je pense que c'est important de voir que l'usage depuis le 7 octobre de cette infraction, elle a principalement deux objectifs. Le premier, c'est de museler le débat public et d'instaurer une véritable chape de plomb pour empêcher que s'exprime un mouvement de solidarité large face au génocide qui dénonce par ailleurs la complicité des puissances impérialistes. C'est pour ça que ça frappe absolument tout le monde, des anonymes, des gens qui tweetent, des collégiennes, je le disais. Mais le deuxième objectif, c'est aussi de cibler l'opposition politique et de taper en réalité sur des têtes qui dépassent et des personnalités qui s'expriment et qui défendent une voix dissonante dans le concert en fait de l'unanimisme imposé qui s'est exprimé à partir du 7 octobre. Un mot pour dire qu'à mon avis, cet unanimisme commence malgré tout à se fissurer. Déjà parce que l'approfondissement de la situation génocidaire est absolument incontestable, qu'Israël est une puissance aujourd'hui absolument discréditée, et que par ailleurs, le niveau de répression qui s'exprime en France est relativement inédit à l'échelle internationale, au point où même Marc Trévidy, qui est un ancien juge antiterroriste, dit qu'il y a un usage dévoyé de l'infraction d'apologie du terrorisme, donc ça donne une idée. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU explique qu'en France, il y a en réalité un usage de l'infraction pour cibler des personnalités, ils le disent comme ça, des responsables politiques, syndicaux ou associatifs. Donc je veux dire, ça c'est quand même le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Et on a aujourd'hui, hier, publié une tribune qui est signée par plus d'1 millier de personnes qui dénoncent ça, y compris à l'échelle internationale, de manière extrêmement claire. Donc ça montre qu'il y a tout un tas de ressources dans la situation pour commencer à essayer de mettre un coup d'arrêt à cette déferlante pénale, parce qu'en réalité, il y a des vagues de condamnations absolument homogènes et quasi systématiques. Et pour dire 2 mots du procès d'Anas, et je laisserai la parole à Rima, je pense qu'on est face à une situation où, on le disait, c'est le premier porte-parole d'une organisation politique nationale qui est poursuivie, donc qui sera devant un tribunal, et on va essayer de développer plusieurs axes de défense. Et par ailleurs, on veut en fait que sa poursuite, elle serve à dénoncer de manière plus large la criminalisation du soutien à la Palestine et cet usage complètement débridé de l'infraction d'apologie du terrorisme. Mais on pense qu'il y a une triple atteinte à la liberté politique et à la possibilité de tenir une position anti-impérialiste claire. Une atteinte à la liberté de la presse, parce qu'il faut savoir qu'aussi Anas, il est poursuivi en qualité de porte-parole de Révolution Permanente et pour les positions de Révolution Permanente aussi comme média indépendant, et une atteinte évidente à la liberté d'expression. Et comme il est poursuivi pour ses positions politiques, on pense qu'il faut se défendre politiquement, donc ça veut déjà dire mener une grande campagne démocratique comme on est en train de faire, et c'est pour ça qu'on est très content que cette conférence de presse puisse se tenir, mais aussi politiquement dans l'audience, et c'est pour ça qu'on fera citer des témoins à la barre, et notamment des journalistes, des médecins, des juristes et des historiens, mais aussi qu'on est en train d'accumuler des dizaines d'attestations écrites qui permettent en réalité de montrer la cohérence de notre position, et on est très content de pouvoir compter sur des soutiens du type de Ilan Pappé ou encore Enzo Traverso, et on pense que c'est très très important de se servir de cette occasion-là pour vraiment réaffirmer la possibilité de défendre la Palestine aujourd'hui. On va également saisir les instances de défense des droits humains comme le DDD ou déposer plainte auprès du rapporteur spécial sur la liberté d'opinion et d'expression du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, en espérant que ça permette de discuter le plus largement possible la manière dont la France réprime de façon ultra brutale tout un tas de personnalités politiques, syndicales, associatives, et fait usage de la voie pénale de manière très très forte pour empêcher le débat public et surtout empêcher un mouvement large de solidarité de s'exprimer avec Gaza. Et sur ce, je laisserai la parole à Rima. Merci pour cette belle introduction. Bon, moi d'abord, je voudrais dire que je suis très heureuse d'être là, malgré tout ce qui se passe pour différents militants, militantes, différents citoyens, citoyennes. Je trouve que c'est aussi une belle occasion, j'ai eu l'occasion de dire pour l'audition que j'ai eue. Je trouve que c'est une occasion parfaite en fait de pouvoir aussi rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est aussi la raison pour laquelle moi j'ai pas voulu me saisir de mon immunité, parce que ça me permettait aussi d'aller comprendre ce qu'il y avait derrière ces plaintes, toutes les questions justement qui étaient convoquées pour ce type d'audition, pour ce type d'affaires.
et de tirer un peu le fil pour mieux structurer par la suite et mieux penser toute la mobilisation et des différentes personnes qui sont concernées par cette répression. Donc finalement, c'est plutôt une bonne chose que cette répression ait lieu. C'est plutôt une bonne chose qu'elle touche en fait un éventail très large de profils, de citoyens et de citoyennes, parce que notre force va justement se structurer là, c'est-à-dire on va pouvoir, en rassemblant un maximum d'informations, de témoignages, et une fois qu'on a un recul aussi assez important sur ces auditions et ces convocations et tous ces procédés, on pourra aussi faire un peu toute la lumière auprès des interlocuteurs politiques, journalistes, de l'opinion, du caractère massif en fait de cette répression, mais aussi extrêmement structurée. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Donc moi je vais pas être extrêmement longue, je vais faire un tout petit mot sur la cause palestinienne, bien sûr rappeler un peu ce qui se passe, resituer que la dénonciation, la non-dénonciation en fait du génocide, c'est pas seulement une question d'opinion politique, c'est un impératif aujourd'hui qui s'impose à toutes et à tous, et je le dis d'autant plus aujourd'hui puisque nous avons des journalistes qui sont présents. Et à l'inverse, je crois que l'invisibilisation de ce génocide ne peut qu'être qu'une position politique assumée. Et je reviendrai aussi sur cet élément tout à l'heure en partageant très très brièvement les sources aujourd'hui qui documentent le génocide qui est en cours, et ça devient vraiment difficilement contestable si on est honnête intellectuellement. Donc la position de l'État français et de d'autres États au sein de l'Union européenne, parce que moi j'en suis assez témoin aussi dans le cadre de mon travail au Parlement européen, c'est un choix politique. Et donc nécessairement, on peut... La suite logique des choses, surtout dans ce contexte actuel, le fait qu'on résiste d'une manière ou d'une autre à ce narratif qui est imposé, le fait qu'on dénonce la complicité de la France, ça donne lieu à ce à quoi on est confronté aujourd'hui, et on les dénonce précisément parce que, a priori, nous sommes dans un État et une société démocratique, a priori, nous sommes censés pouvoir jouir de tous nos droits, pour pouvoir débattre, questionner la position de l'État, et surtout sur des sujets aussi importants et qui font l'actualité. Et on se rend compte qu'en réalité, que cette marge de manœuvre, elle est de plus en plus confisquée et donc aussi criminalisée. Donc très rapidement, la question palestinienne, moi j'ai eu l'occasion de le dire sur les premiers plateaux que j'avais fait un peu avant mon engagement politique, je crois que c'était sur Mediapart justement. La cause palestinienne, elle est extrêmement structurante. C'est une des causes c'est un des sujets qui est le plus documenté et sur lequel on a le plus de recul en droit international. On a très facilement accès aux dizaines et dizaines de résolutions qui ne sont pas respectées par l'État d'Israël depuis des décennies. On a très facilement accès à tous les rapports qui documentent la question de l'apartheid, qui est totalement invisibilisée. Moi, je veux quand même dénoncer le fait qu'Aurore Berger a pu dire, à la sortie du rapport d'Amnesty International, il y a plus de 3 ans maintenant, un plateau télé, qu'il fallait envisager de dissoudre ce type d'organisation. Il était question de l'apartheid, du fait que Amnesty venait de publier un rapport extrêmement fouillé et détaillé sur la question de l'apartheid en Israël, et elle avait déjà tenu des propos qui consistaient quand même à aller s'en prendre et cibler à des organisations qui avaient vocation à documenter ce qui relève de crimes contre l'humanité. On a des rapports et des décisions de la Cour, des avis de la Cour internationale de justice sur la question de l'occupation, qui a rappelé à juste titre que Gaza est un territoire occupé, et pas que... Je n'évoque même pas le dernier avis qui portait sur les conséquences juridiques de la colonisation et de l'apartheid, j'évoque même l'arrêt de la CIJ qui portait sur la question du mur,
l'illégalité au nom du mur qu'on appelle le mur de l'apartheid par ailleurs, et qui a été installé par Israël, visant à séparer les territoires palestiniens du territoire israélien, et il avait d'ores et déjà resitué la question de l'occupation des territoires, et en ajoutant que Gaza était également un territoire occupé. La question de la colonisation est aussi parfaitement documentée, condamnée à plusieurs reprises, y compris par la France, qui a toujours, en tout cas sur les votes des nations, à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui s'est toujours positionnée contre cette politique coloniale. Et j'en viens à la question du génocide, qui s'inscrit dans un procédé de nettoyage ethnique de la Palestine historique mandataire. Il faut le dire que la Nakba, parce que moi je viens de ce moment historique du sujet palestinien, étant né dans les camps de réfugiés palestiniens en Syrie, la Nakba, pour une écrasante majorité des Palestiniens, et Ilan Pappé le resitue très bien par ailleurs dans ses prises de parole, la Nakba, c'est le début de quelque chose qui ne s'est jamais arrêté, à savoir un processus continu, délibéré de nettoyage ethnique de la Palestine, et qui se matérialise aujourd'hui de façon ayant en Israël de plus en plus d'extrêmes qui arrivent au pouvoir. On a ce procédé de nettoyage ethnique est plus exacerbé avec la politique aveugle et coloniale et fasciste, et avec le génocide qui est en cours. Mais je veux dire que c'est pas très très éloigné en réalité de ce qu'on a pu connaître dans le passé, et ça je vais juste vous lire un très bref extrait d'un livre qui porte justement sur le droit au retour, où il était question précisément des témoignages sur la question de la Nakba, et vous allez voir qu'on peut très vite faire un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et ce qui s'est passé pendant la Nakba. Donc les témoignages des soldats israéliens présents sur les lieux des atrocités, qui avaient participé à l'assaut au sein du 89e bataillon commandé par Moshe Dayan, qui était en responsabilité ensuite, en pouvoir des premiers ministres israéliens, sont unanimes. Les troupes de l'armée israélienne envahirent le village, entreprirent de liquider les civils, jetant leurs victimes dans des fosses. Ils tuèrent les enfants à coups de bâton sur la tête. Pas une maison ne fut épargnée. Les survivants furent alors enfermés dans des maisons sans eau ni nourriture, alors que le village était rasé. Un commandant ordonna à un sapeur de mettre 2 vieilles femmes dans une des maisons et fit sauter la maison avec ces 2 femmes. Un soldat se vantant d'avoir violé une femme puis de l'avoir tuée. Une femme avec son nouveau-né dans les bras fut prise pour nettoyer la cour où les soldats mangeaient. Elle travailla 1 jour ou 2, puis ils la tuèrent avec son bébé. Plusieurs documents attestent que ces atrocités furent commises dans le village et aux alentours, y compris dans la mosquée et dans une grotte voisine, qu'on avait fait sauter des maisons dans lesquelles des vieillards avaient été enfermés, et qu'il y avait eu plusieurs cas de viol suivis d'assassinats. C'est ça, la Nakba. Donc de là où je suis, ce qui se passe à Gaza, c'est simplement beaucoup plus massif et beaucoup plus documenté surtout. Donc la question du génocide, aujourd'hui, elle ne peut pas faire débat. Moi, je veux bien au début, parce que j'ai fait partie de ceux qui, dès le mois d'octobre, ont parlé d'une logique génocidaire dans la bouche des représentants israéliens, et c'était le cas par ailleurs, ça a été réutilisé ensuite dans beaucoup de rapports, l'élément intentionnel qui est l'élément clé pour pouvoir ensuite documenter et caractériser le génocide. Donc je vais simplement vous citer quelques sources qui a priori font consensus dans le débat public, qui se sont positionnés sur la question du génocide. Ça sera très bref, mais ça me permet simplement d'illustrer ce propos et d'illustrer aussi ce sur quoi on se bat en réalité, parce qu'on est en permanence... le combat qu'on peut mener dans cette dénonciation du génocide, que ce soit nous, les étudiants, je veux dire, c'est à une échelle, comme je le disais, beaucoup plus large, et en permanence questionné. Et je ferai tout à l'heure le parallèle avec mon audition, puisque la question m'a été posée, on m'a reproché, c'est-à-dire qu'un enquêteur m'a reproché de parler d'apartheid et de parler de génocide. Alors que je pense qu'on a aujourd'hui, et dès le début en réalité, on avait matière à pouvoir se positionner en tant que citoyen, en tant que politique, en tant que syndicaliste, en tant qu'étudiant, sur la dénonciation du génocide qui est en cours. Donc je vais vous citer quelques sources pour que ça puisse quand même, qu'on l'ait un peu tous et toutes à l'esprit.
Donc, dès fin octobre, sur la période de novembre, plusieurs rapporteurs des Nations Unies avaient exprimé des inquiétudes sur un génocide qui était en cours. Le 12 décembre 2023, la Fédération internationale pour les droits de l'homme publie un communiqué appelant à arrêter le génocide qui est en cours. Le 10 janvier 2024, 50 universitaires spécialistes de la Shoah condamnent les discours qui, en Israël, appellent au génocide à Gaza. Le 26 janvier 2024, on a la fameuse ordonnance de la Cour internationale de justice qui parle de risque de génocide, mais surtout, elle impose à 2 reprises des mesures conservatoires à Israël visant à empêcher ce génocide, et Israël n'a absolument pas respecté ces mesures conservatoires, ce qui a donné lieu par ailleurs à une reprise de ces procédures, une ressaisine de ces procédures par l'Afrique du Sud et d'autres pays. Le 25 mars 2024, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens publie son rapport « Anatomie d'un génocide » qui est particulièrement éloquent et qu'il faut absolument lire. Le 17 avril 2024, Amos Goldberg, historien israélien, spécialiste de la Shoah, publie une analyse selon laquelle les actions d'Israël sont constitutive d'un génocide. Le 12 juin 2024, une commission d'enquête de l'ONU accuse Israël de crimes contre l'humanité et parle d'extermination. En juillet 2024, la revue médicale britannique The Lancet estime que le nombre de victimes à Gaza représente au moins 8% de la population. Mena M. Klein, professeur émérite à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv, estime en novembre 2024 qu'Israël a recours systématiquement à des méthodes génocidaires. Le 14 novembre 2024, un comité spécial de l'ONU affirme que les méthodes employées par Israël correspondent aux caractéristiques du génocide. Le 5 décembre 2024, Amnesty International conclut qu'Israël a commis et continue de commettre un génocide contre les Palestiniens. Le 19 décembre 2024, l'ONG Human Rights Watch et Médecins sans frontières publient toutes les deux dans deux rapports distincts des accusations contre Israël et l'accusent de commettre un génocide. Je me suis arrêtée sur une dizaine de références, mais on peut vraiment aller au-delà, y compris dans les déclarations et les positions des États. Hello. Bonjour. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est que, et c'est ce que nous disent aussi des experts qu'on peut auditionner assez régulièrement dans la Commission des droits de l'homme dans laquelle je siège au Parlement européen, c'est qu'ils nous disent en fait le sujet du génocide aujourd'hui, il ne fait pas tellement débat. La dernière chose qu'on peut éventuellement attendre et qui va arriver, c'est une décision sur le fond de la Cour internationale de justice. Mais pour ça, je ne sais pas si tout le monde suit un peu dans le détail cette affaire, Israël a encore grappillé du délai auprès de la Cour internationale de justice, puisqu'elle a reporté à janvier 2026 la remise des conclusions qu'elle devait présenter à cette juridiction. Et ce délai a été très récemment, je crois qu'il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, a été accordé par le nouveau juge de la CIJ à titre exceptionnel. Mais donc on voit bien que l'enjeu en fait pour l'État d'Israël actuellement, au vu de ses positions, au vu de son adhésion au plan Trump, au vu des déclarations qui ont été faites sur la population de Gaza, tout ce qui a été projeté en termes de déplacements forcés, ce qui est en cours aujourd'hui, à savoir plus d'1 mois et demi de suspension, enfin d'arrêt de livraison de l'aide humanitaire, on voit bien que l'enjeu pour Israël, c'est de gagner du temps, de poursuivre son offensive génocidaire, de détruire tout ce qui peut encore être détruit et de contraindre en fait la communauté internationale ou les Palestiniens à envisager un autre espace éventuellement d'accueil et à rendre effectivement la survie même sur le territoire de la bande de Gaza impossible. Et donc la seule chose en réalité qu'on peut éventuellement attendre, c'est une décision sur le fond de la Cour internationale de justice qui va caractériser sur le fond. Mais je veux quand même rappeler que la Convention sur le risque de génocide, ce qu'elle dit précisément, et c'est précisément l'objet et la finalité de cette ordonnance, c'est que les États et les sociétés qui composent ces États sont censés se saisir du risque de génocide dès lors qu'il est reconnu. Notre rôle, c'est pas d'attendre que le génocide soit commis et documenté et avéré pour qu'on se réunisse, et pour faire quoi en réalité? Pour le commenter et pour faire des expos sur ce que les Palestiniens ont vécu, pour faire des articles ou se positionner a posteriori quand le nombre de morts aura été suffisamment important pour certains pour pouvoir parler de génocide. C'est pas ça c'est pas ça le sens de cette convention. Le sens de cette convention, c'est une mobilisation citoyenne des États
pour prévenir le génocide. Et c'est tout le sens, je crois vraiment, de notre mobilisation et des alertes qu'on a pu formuler. Alors oui, on peut nous reprocher de les avoir peut-être formulées parfois de manière radicale. On peut dire que les moyens de mobilisation ne sont pas parfaits. On peut dire éventuellement reconnaître, nous compris, parce que on a, je pense aussi un peu d'humilité, reconnaître que tout n'est pas irréprochable, qu'on a fait ce qu'on a pu avec les moyens qu'on avait, et face aussi aux horreurs auxquelles on est confronté quotidiennement, et aux responsabilités qu'on porte, et à la répression à laquelle qu'on est en train d'endosser. Tout n'est pas parfait, et à la limite, ça peut faire objet de débat. On peut avoir des espaces pour pouvoir discuter de ça, pour pouvoir questionner ces moyens de lutte. On peut aussi, bien sûr, avoir de l'espace pour les critiquer. Mais ce qui est grave actuellement et qui va au-delà, justement, de la question du débat, c'est véritablement cette question de la répression massive. Moi, j'ai demandé à des députés de ma famille politique de poser une question au gouvernement. Alors, s'il y a des journalistes dans la salle qui ont l'info, je serais très heureuse de la voir. Je ne sais pas combien de personnes sont aujourd'hui poursuivies ou ont été concernées par par les convocations pour apologie de terrorisme. Est-ce que quelqu'un dans la salle, un journaliste, qui a priori vous êtes mieux informé, ou en tout cas plus en alerte que nous sur cette actualité, est-ce que quelqu'un est capable de nous dire aujourd'hui combien de citoyens et de citoyennes, tous bords politiques confondus, quelle que soit leur situation, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils se sont mobilisés, sont concernés par ces poursuites pour apologie ou ces convocations pour apologie de terrorisme. Il y a un chiffre qui a été avancé par un militant de l'UJFP qui est de l'ordre de 800, mais je crois que c'est beaucoup plus. Je pense que c'est beaucoup plus si on compte les personnes qui ont été simplement auditionnées, ceux qui ont eu des classements en presse ensuite, ceux qui ont eu ensuite éventuellement des condamnations. Donc on a besoin d'avoir ces informations-là, et là j'en appelle vraiment aux journalistes de poursuivre éventuellement, de creuser un peu là-dedans, parce que je pense que dans le débat public dans lequel nous sommes aujourd'hui sur ce sujet, on a besoin de mettre en lumière le caractère véritablement massif de cette répression. Donc je termine vraiment en 2 mots sur la question de pourquoi la cause palestinienne elle est structurante. C'est une cause décoloniale. C'est une cause qui a très longtemps aussi mobilisé beaucoup de franges révolutionnaires, marxistes à travers le monde. C'est une cause qui a su rallier au-delà de la population palestinienne en elle-même, et c'est une cause qui a pu historiquement avoir recours au mode opératoire terroriste, mais il faut resituer pourquoi et comment. C'est précisément parce qu'on a poussé ce peuple en exil. Et c'est précisément parce que tous les Palestiniens qui ont été chassés de leurs terres pendant la Nakba, et c'est pour ça que moi je dis très souvent que c'est impossible de résoudre la question du conflit israélo-palestinien sans s'attaquer à la question de la Nakba, parce que la population qui est à Gaza, c'est 85% de réfugiés. Et avant le génocide, il y a eu la marche du retour en 2018, où des milliers de Palestiniens ont été ciblés dans les genoux. Alors il faut voir le cynisme quand même de l'État d'Israël, c'est-à-dire que quand les Palestiniens se mobilisent de façon pacifique, il n'était pas question de prendre les armes à ce moment-là, personne s'était mobilisé avec les armes, c'était une mobilisation vraiment citoyenne, populaire de la population qui vivait à Gaza, qui a réuni des milliers et des milliers de personnes, et la réponse des autorités israéliennes et de Tzahal, ça a été de cibler les Palestiniens dans les genoux par milliers. Il y a eu tellement de Palestiniens amputés que des équipes de foot se sont créées pour les personnes qui ont perdu l'usage d'une ou même de leurs deux jambes. Donc c'est extrêmement important de dire que cette question de la Nakba, elle est structurante pour comprendre ce qui se passe, et que rien ne peut être résolu sans traiter cette question de la Nakba. Donc historiquement, la cause palestinienne, c'est une cause qui a fait et défait le monde par moments. Enfin, je veux dire ça, il faut le dire. Et les Palestiniens ont eu historiquement recours à un mode opératoire que tout le monde connaît. Je ne reviens pas sur les détournements d'avions et tout ce qui a pu être fait, mais précisément parce que ce peuple a été chassé de sa terre, précisément parce qu'il a été contraint de composer avec son ancrage en Jordanie, puis au Liban, puis en Tunisie. Mais je veux quand même terminer par le fait que les Palestiniens ont fini par renoncer à cette lutte armée. Les accords d'Oslo, c'est ça, c'est les Palestiniens qui disent, bon, grosso modo, ok, on a réussi à se faire entendre par la communauté internationale,
On a cette image de Arafat qui arrive aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui est applaudi, qui dit qu'il a d'une main son fusil et de l'autre le rameau d'olivier. Il demande à la communauté internationale de ne pas laisser tomber le rameau d'olivier. La communauté internationale a laissé tomber ce rameau d'olivier. Tout le monde a trempé dans la souffrance du peuple palestinien et dans les crimes qui ont été commis depuis des décennies. Donc aujourd'hui, moi je veux bien, si vous voulez, qu'on s'en prenne, qu'on cible ou qu'on reproche à certains d'être ambigu sur la question du Hamas ou de la lutte armée palestinienne, mais je suis assez surprise qu'on ne dise rien aux autorités israéliennes sur leur implication directe, et vraiment je termine là-dessus, sur leur implication directe dans le développement du Hamas. Smotrich, qui est ministre israélien, a dit à la télé israélienne que le Hamas était un allié, que l'autorité palestinienne était un fardeau, précisément parce que l'autorité palestinienne a embrassé la voie diplomatique, qu'elle avait tribune un peu partout aujourd'hui, et que le Hamas était d'office disqualifié, précisément parce que classé groupe terroriste dans de nombreux pays occidentaux et donc allié de l'État d'Israël. Benjamin Netanyahou en personne, et ça a été relayé par le média israélien Haaretz, le 11 mars 2019, il précise « Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et transférer de l'argent au Hamas. Cela fait partie de notre stratégie. » Donc, ce que je veux vraiment dénoncer, là, maintenant, tout de suite, et ce sera ma conclusion, c'est cette hypocrisie dans laquelle la France, en fait, elle nous entraîne de par ses positions et de par... parce que le gouvernement français, on n'est pas dans une dictature, hein, il est censé quand même nous représenter et il le fait très très mal. Mais sur cette question, je suis assez surprise que finalement, on préfère cibler et criminaliser des centaines et des centaines de citoyens qui finalement s'indignent, qui font maladroitement parfois ou de façon parfois habile, que dénoncer ce dont ils sont témoins. Et beaucoup de Français, je crois, se sentent impuissants, extrêmement en colère. Moi, je le vois quand je poste des choses sur Gaza, mais dans les 20 minutes, il y a 300, 400 commentaires. Et ce ne sont que des personnes qui sont indignées, qui sont impuissants, qui sont à bout de souffle, on a le sentiment qu'il y a une bombe à retardement vraiment dans le ressenti face à cette passivité, cette complicité. Mais ce que je veux vraiment dénoncer, c'est que cette stratégie de l'État français qui consiste à sacrifier vraiment ses citoyens, et puis finalement à ne pas s'en prendre à ce qu'il y a de structurel dans la politique israélienne et ce qu'il y a de mortifère dans la politique israélienne, et ce depuis des décennies, pas qu'avec le régime de Netanyahou, mais là en particulier sur le régime de Netanyahou. Comment se fait-il que Netanyahou peut survoler la France avec des déclarations qui sont assumées pour soutenir le Hamas de façon cynique, pour diviser le peuple palestinien, rajouter à la fragmentation territoriale une fragmentation politique? Comment se fait-il que finalement la France ne se dise pas que la priorité des priorités, c'est peut-être de se défaire d'un régime comme celui-là? Pourquoi la priorité des priorités, c'est pas de laisser justement la population française s'exprimer et créer un cadre plus paisible de débat où c'est possible de dénoncer le génocide, c'est possible en tout cas de pouvoir exprimer son avis là-dessus, et y compris sur la lutte armée. Moi, je comprends pas pourquoi il y a un tabou sur ça. Pourquoi il y a un tabou? C'est un peuple colonisé, c'est un peuple qui vit une occupation. C'est Stéphane Hessel, la grande figure de Stéphane Hessel, qui disait déjà que la résistance palestinienne, la lutte armée palestinienne est parfaitement légitime et que nous avons parfaitement su l'assumer quand nous, Français, nous avions vécu une occupation, mais qu'en l'occurrence, on va avoir une condamnation automatique de cette lutte armée. Donc il faut aussi casser ces tabous sur la lutte palestinienne. On peut dénoncer le mode opératoire, on peut resituer la situation des otages, on peut bien sûr exprimer de l'empathie pour les civils israéliens, mais il y a un moment, il faut aussi resituer un contexte. On ne peut pas réfléchir la question du 7 octobre si on ne resitue pas ce qu'il y a eu avant le 7 octobre et tout ce qui a participé de près ou de loin à fortifier le Hamas et la responsabilité du régime israélien là-dedans. Donc voilà, pardon, moi j'ai été très longue, mais c'est des éléments qui pour moi sont très très importants. Précisément parce qu'on est dans un moment, et tu l'as très bien dit Elsa, mais on est dans un moment où il n'y a plus de place à cette nuance, il n'y a plus de place à un véritable débat où on peut finalement pas être d'accord, mais finalement on se laisse développer son propos et on se laisse cette liberté de pouvoir se positionner, exprimer une opinion.
Et cet espace-là, il n'existe plus. C'est-à-dire que derrière cette répression, c'est vraiment ça qui est en jeu. C'est finalement d'arriver peut-être à une situation où il ne sera plus possible de dire même certains mots. Moi, je veux dire, dans ma convocation, une des plaintes, elle portait, c'est très drôle, mais elle portait sur le mot soulèvement. Donc, je veux dire, il y a un moment où j'ai dit à l'enquêteur, faut me prévenir, moi, s'il y a des mots que je n'ai plus le droit d'utiliser, vous m'envoyez la liste et puis on voit comment on compose, quoi. Parce que me retrouver quand même auditionné 2 heures, 11h30 au total, mais sur cette affaire en particulier, ça a duré 2 heures. On m'a demandé ce que je voulais dire par soulèvement. Est-ce que je voulais appeler à l'insurrection? Est-ce que je voulais préparer une révolution? Je veux dire, c'est quand même assez lunaire. Et c'est ça, aujourd'hui, dont il est question. Et idem, quand on parle de résistance palestinienne, c'est tout de suite très suspect. Hein. On veut savoir de quoi vous parlez quand vous dites résistance. On veut tout de suite savoir si vous légitimez ou pas le 7 octobre. Et c'est très... donc voilà, c'était cette tension-là que nous avons actuellement sur la manière dont on articule notre mobilisation sur la cause palestinienne, c'est ça qui est aussi attaqué au vu de la complicité de l'État français avec le génocide qui est en cours. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Frédéric, si tu veux enchaîner. Oui. Ah oui, il faut que... Parce que Assa est arrivé. Merci beaucoup. Mais... Je te laisse Ouais. Bon, je n'ai pas une expérience folle des conférences de presse, n'est-ce pas? Donc, je vais faire ce que je sais faire, ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire essayer de proposer quelques éléments d'analyse pour l'essentiel au voisinage de cette histoire d'apologie du terrorisme. Le premier d'entre eux, peut-être le plus essentiel, tenant à un clivage fondamental, rédhibitoire, qui s'est aussitôt constitué entre, d'une part, ceux qui s'acharnent à faire commencer toute l'histoire au 7 octobre 2023, et d'autre part ceux qui refusent absolument cette malversation historiographique, politique et pour finir morale. Par exemple, il y a peu encore, Yael Braun-Pivet, à qui on posait la question des victimes civiles à Gaza, après quelques mots de compassion toute formelle auxquels il est visible qu'elle ne croit pas trop elle-même, Yael Braun-Pivet donc répond ceci: Israël a le droit de se défendre, là on est dans du classique, il y a comme sur d'autres conflits un attaquant et des attaqués. Alors vous voyez, pour mesurer le caractère parfaitement retors de cette phrase, il y aurait à commenter jusqu'à sa construction grammaticale, avec ses usages différenciés du singulier, un attaquant, et du pluriel, des attaqués. Il n'est pas utile en tout cas de préciser qui est qui dans son esprit. Derrière l'injonction à la bonne prise de parti dès le 7 octobre, et encore aujourd'hui, il y avait une négation de l'histoire précisément, une négation de presque 80 ans de violence coloniale. Ce qui s'est passé le 7 octobre était hélas tragiquement voué à se produire. Ce jour-là, plus tard, avant, peu importe. C'était une nécessité, mais quasiment au sens de la physique. Il y a des niveaux de violence et de cumul de la violence en longue période où la politique revêt le caractère d'inéluctabilité d'une physique, d'une loi de réaction, une loi de réaction des opprimés. Toutes les luttes de résistance à l'oppression, toutes les luttes de décolonisation présentent exactement les mêmes situations, avec ces explosions sanglantes, mais qui resteront un mystère incompréhensible et maléfique tant qu'elles n'auront été rapportées à rien d'autre qu'elles-mêmes. Ceux qui veulent que tout ait commencé le 7 octobre n'ont en effet qu'un seul instrument intellectuel pour penser les tragédies de l'histoire. L'hypothèse du mal, avec une majuscule. Le mal, comme de juste toujours situé chez les autres, a cette propriété intéressante pour certains de produire des effets sans cause. Dans ces conditions, on tombera aussi violemment que possible sur ceux qui tiennent à ce qu'on n'oublie pas qu'il y avait des causes. Or, depuis 10 ans, nous vivons dans des temps de préfascisation qu'on reconnaît entre autres choses à leur détestation de toute intellectualité, à plus forte raison quand elle est politique, et dont la maxime a été donnée, ça n'est pas du tout une surprise, par un socialiste, Manuel Valls, pour qui, comme vous le savez, je cite, « expliquer, c'est justifier ». Au passage, c'est à ce genre d'insondable imbécilité qu'on peut prendre la mesure de la déchéance d'un personnel politique et de la dégradation d'un débat public. De cette maxime, en tout cas, ne pouvait suivre qu'une seule ligne d'action. Surtout n'expliquons pas, ne comprenons pas, ne pensons pas, condamnons. Condamnons et puis frappons. Frappe militaire à l'extérieur, frappe symbolique, politique, policière et judiciaire à l'intérieur. À bas la raison, comme disaient les fascistes d'antan, et mort aux causes, comme disent ceux d'aujourd'hui. Sans surprise, le Barnum éditorialiste, aussi haut placé qu'il est intellectuellement déficient, s'est immédiatement reconnu dans la maxime
et comme de juste en a tiré exactement ce que celle-ci commandait. Est-ce que vous condamnez? On ne vous demande pas de penser politiquement l'événement, on vous demande de condamner. Qui plus est, dans un registre totalement asymétrique, puisque les sommations à condamner le 7 octobre n'avaient jamais exigé la moindre condamnation pendant les années, et même les décennies qui précédaient. Ce qui a régné à partir du 7 octobre a le caractère d'une entreprise de moralisation intégrale et obligatoire du commentaire, qui plus est dans une économie morale complètement distordue. De moralisation intégrale et obligatoire, donc d'interdiction de penser historiquement et politiquement. Ça faisait beaucoup, trop en fait, pour que tous ceux qui avaient en tête très vivace l'histoire coloniale de la Palestine s'en défassent sur ordre et viennent se rendre à poil, puisque c'est bien cela qui était exigé d'eux, à la sommation hégémonique. Comme la bêtise, contre la bêtise affronte bœuf, il faut donc constamment redire que comprendre et juger sont deux opérations intellectuelles fondamentalement hétérogènes. Par conséquent, elles ne se comparent pas, elles ne se substituent pas et elles ne se contredisent pas. En réalité, rien n'interdisait de tenir ensemble les deux phases de l'événement. Les exactions du 7 octobre sont atroces et condamnables et elles sont pensables, à la condition toutefois d'ajouter deux choses. La première, au milieu d'un océan de condamnation, tenir la seule position du rappel des causes et des effets était entièrement légitime. La seconde, en parlant d'océan, nous savons aujourd'hui, en fait nous avons su très tôt, quel océan d'atrocités s'abat sur Gaza. Même les termes de génocide et de crimes contre l'humanité sont encore trop abstraits et trop faibles pour les restituer comme il le faudrait. Entendez-vous pour autant à leurs propos le vacarme des sommations à condamner? À la télé ou à la radio, voyez-vous les amis du droit d'Israël à se défendre aussitôt placés sur la sellette, avant d'avoir prononcé le premier mot, harcelés aussi longtemps que le mot condamnation ne sera pas sorti de leur bouche? Non, je ne crois pas que vous voyez ça. En tout cas, nous sommes entrés dans une extension sans précédent du régime légal de l'opinion, stipulant ce qu'il est juridiquement autorisé de penser et de dire. Comme on sait, les conditions de ce régime ont été installées par un autre socialiste, pas davantage de surprise, Bernard Cazeneuve, autour de ce chef donc d'apologie du terrorisme. Dans un régime légal et judiciarisé de la pensée, le sens historique d'un événement est bouclé, saturé. La vérité de l'événement est immédiatement et officiellement dite, et tout objecteur s'expose à des poursuites. Voilà alors comment on se retrouve dans un commissariat ou dans le cabinet d'un juge à se justifier politiquement, à faire l'exposé de ses idées politiques, parmi lesquelles l'OPJ ou le juge aura charge de faire le tri et même de porter une appréciation, pour autant qu'il puisse les comprendre. Je pense ici à Jean-Pierre Vernant, qui disait à propos du FN de l'époque qu'on ne discute pas recettes de cuisine avec des cannibales. Eh bien, mutatis mutandis, on ne discute pas politique dans un commissariat. Ou alors c'est que quelque chose s'est très très mal mis dans la vie du pays. Dans une société aux réflexes démocratiques convenablement armés, en effet, la seule description de cette situation devrait avoir de quoi sonner de sérieuses alarmes. Avez-vous entendu quoi que ce soit sonner? Ah si, un carillon, mais lui a toute volée, quand la FI a proposé non pas d'abolir le délit d'apologie du terrorisme, mais de le sortir du code pénal pour le restituer au droit de la presse. Par un paradoxe extraordinaire, et je vais terminer là-dessus, tout le système médiatique dominant, qui ne sonne aucune alarme mais carillonne systématiquement à côté de la plaque, observe avec effroi ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Évidemment sans rien y reconnaître de ce qui se passe en France, depuis 10 ans déjà. Mais ici, il faudrait avoir le temps de déployer toute une analyse pour comprendre comment l'événement du 7 octobre est venu tel un catalyseur, potentialiser toutes les tendances d'une conjoncture politique, historique, et les porter à leur comble. En réalité, on ne comprendra pas autrement le déchaînement qui s'abat sur des syndicalistes, je pense à Jean-Paul Delescaux, sur des étudiants, entre autres ceux de Sciences Po, ou des chercheurs, comme François Burgat, dont coïncidence, il se trouve que le procès se tient aujourd'hui. Un grand journal du soir, les yeux obstinément fixés sur les États-Unis, n'en finit plus de dire sa sidération et de se dire sidéré. Je cite. Et bien sûr sans jamais établir le moindre rapport avec la situation française de policiarisation et de judiciarisation à tout va, d'effondrement des libertés publiques, à commencer par celle de penser et d'exprimer politiquement sur la Palestine, situation dont le procès d'Anas est en train de donner une illustration exemplaire. Je vais vous dire une chose, les sidérés sont sidérants. Il serait extrêmement opportun, si ça n'était pas trop leur demander, de voir dans ce procès enfin
une très sérieuse occasion, mais après tant d'autres, de se décider. Et cette fois-ci, de ne pas la laisser passer. Voilà, merci. Merci. Je sais pas si pour Sudrail et après à ça. Laura pour Sudrail, après à ça et après à ça. Alors par ici, le Ah oui, diapo. pardon. Oui, bonjour tout le monde. Moi, j'interviens au nom du syndicat régional Sudrail Paris Nord. Je m'appelle Laura, je suis co-secrétaire du syndicat Sudrail Paris Nord. Bon, pour nous, c'était important d'être présent en tant que syndicat. C'est le syndicat auquel appartient ANAS par ailleurs, en tant que cheminot militant et syndicaliste depuis de nombreuses années. D'abord pour apporter évidemment notre soutien plein et entier à notre camarade dans ce qui est pour nous un acharnement complètement inacceptable. Pour nous, c'était important aussi de mentionner, de mettre ce procès dans ce qui est pour nous un durcissement autoritaire quand même très important que subit le monde du travail depuis plusieurs années maintenant. Pour citer les derniers éléments qu'on peut voir, il y a toute la répression contre les soutiens à la Palestine qui a touché aussi des militants du mouvement ouvrier, que ce soit Jean-Paul Delesco, secrétaire de l'UD-CGT du Nord. Je pense aussi à Timothée Esprit, qui est secrétaire de la Fédération nationale des industries chimiques de la CGT, qui a été licencié pour un post Facebook de soutien à la Palestine. Je pense aussi à notre camarade Tayeb Kouira, qui est porte-parole de Sud Aérien et secrétaire national de Solidaire, qui a aussi été réprimé par rapport à son soutien à la Palestine. Et de manière plus générale, on voit, en tout cas nous on le constate dans le monde du travail, on fait face à un patronat de plus en plus radicalisé qui s'attaque à tous ceux qui aujourd'hui essayent de relever la tête. Et c'est quelque chose que nous on souhaite aussi dénoncer dans le cadre de ce procès, dans le cadre de cette conférence de presse. Et dire que pour nous, il y a quand même quelque chose de très très grave qui est en train de se passer aujourd'hui. Pour nous, le procès d'Anna, c'est un saut quand même considérable par rapport au niveau de répression qu'il y avait jusqu'ici. Elsa l'a dit au début, on voit que c'est un procès où on voit l'extrême droite à la manœuvre qui utilise la justice pour s'attaquer à la liberté d'expression. Et ça, c'est très grave que ça se passe aujourd'hui en France. Et pour nous, c'est aussi défendre un collègue, c'est défendre un camarade, c'est défendre un syndicaliste, un militant engagé de tous les combats. Anas, c'est quelqu'un qui combat les injustices, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi en dehors du travail. Et c'est pour nous quelque chose qu'on valorise beaucoup. En tout cas, on est très très fiers de compter Anas parmi nos militants. Et de ce point de vue-là, voilà, on lui apporte un soutien inconditionnel et c'est pour nous un militant infatigable qui ne baissera jamais la tête malgré les tentatives d'intimidation et de répression. Et c'est pour tout ça que pour nous, pour notre syndicat Sudrail, lutter aujourd'hui pour la relaxe d'Anas, c'est lutter pour notre liberté d'expression à tous et c'est lutter aussi pour notre droit à pouvoir dénoncer ce qui est pour nous une oppression coloniale qui s'abat sur tout un peuple depuis des décennies, comme ça a été dit par d'autres intervenants. Donc aujourd'hui, pour nous, faire front contre la répression, c'est non seulement une nécessité dans le cadre de ce procès, mais c'est aussi un besoin et un devoir de l'ensemble des organisations du mouvement ouvrier. C'est pour nous important et symbolique de ce point de vue-là de pouvoir faire cette conférence de presse dans cette union locale CGT du 18e et on est fiers de pouvoir le faire aux côtés des camarades. Et pour finir, simplement appeler toutes ces OUS à venir massivement. On appelle nous en tant que syndicat les cheminots, les cheminotes, mais aussi plus largement à se mobiliser massivement le 18 juin, à venir au tribunal soutenir Anas pour lui apporter toute notre solidarité et tout notre soutien. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Moi, j'irai plus sur un aspect personnel vécu dans l'affaire Adama Traoré. Aujourd'hui, si je suis là, c'est que bien évidemment, c'est quand le comité Adama et moi-même, en tant que membre du comité Adama et Assa Traoré,
on soutient Anas Kazib, qui est un des soutiens des premières heures du combat. Et comme ça a été dit là, on le rappelle, c'est normal, c'est une évidence d'être là aujourd'hui et on sera là aussi le 18 juin. Et surtout, si moi j'ai accepté de prendre la parole à cette conférence de presse et de dénoncer ce système répressif qu'il y a au sein des quartiers populaires, qu'il y a au sein des personnes noires, qu'il y a au sein des personnes arabes et des personnes, quand elles se soulèvent, quand elles prennent la parole, des personnes qu'il faut diaboliser, des personnes qu'il faut calomnier, des personnes à qui il faut nuire. Et tout de suite, j'appelle ça un contre-manuel. Ce contre-manuel que cet État répressif a mis en place, tout de suite va se mettre en place et ce contre-manuel va tout de suite mettre une violence, et c'est une violence qui va aller au-delà d'une simple plainte, c'est une violence qui va aller, qui sera administrative, ça sera une violence qui sera jusqu'au niveau des tribunaux, ça sera une violence qui va être financière, ça sera une violence qui sera morale, ça sera une violence qui va toucher le point de vue familial, c'est une violence qui va toucher le point de vue quotidien, et c'est une violence qui va toucher même au niveau de la presse, parce que tout ce qui va être dit, tout ce qui va être dit à ce moment-là sera calomnié, on n'aura pas l'occasion de pouvoir se défendre. Et je pense que quand Anas prend la parole, quand toutes ces personnes prennent la parole, c'est pas pour nuire à qui que ce soit, c'est pas pour faire du mal à qui que ce soit, mais c'est surtout pour se battre pour nos vivants, pour se battre pour les personnes qui sont là, pour se battre pour nos enfants, pour se battre pour des droits, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est pas grand-chose, ce qu'Anas demande, c'est pas grand-chose, ce que tout le monde demande, c'est pas grand-chose, c'est que l'égalité ne reste pas un rêve, mais devienne une réalité. Et pour cela, on doit se battre, et ben ça nous vaut des coups, ça nous vaut de la prison, ça nous vaut de la violence. Moi, j'ai été mise en examen, ma première mise en examen, c'était en mai 2021, 48 heures, 2 jours de procès face aux gendarmes qui ont tué mon petit frère Adama Traoré. Ce ne sont pas les gendarmes qui sont entendus, ils ont été entendus 7 ans après la mort d'Adama Traoré, mais ce système répressif tout de suite va se mettre en place et très rapidement, de manière très structurée et de manière très efficace, et une date va être mise en place où je vais être mis sur le banc des accusés, où ma famille, on sera assise du côté du banc des accusés, on va devoir se justifier face aux gendarmes qui sont responsables de la mort d'Adama Traoré. Voilà comment ça se passe, et ça ne se passe pas ailleurs, ça se passe en France, ça ne se passe pas aux États-Unis, comme on peut le voir quand quelque chose se passe ailleurs que dans le territoire français, c'est quelque chose d'anormal. Bah là, ce jour-là, c'est une femme noire qui défend un homme noir qui est sur le banc des accusés face à des gendarmes responsables de la mort d'Adama Traoré, qui est accusé et qui va devoir répondre pendant 2 jours aux questions. Bien évidemment, je vais être acquitté, parce que le combat Adama est considéré comme un combat qui appartient à la société civile. Et l'effort que ça doit nous donner, l'effort physique et mental que ça doit donner, bah ça ne s'est pas pris en compte. Bah on dit tout de suite, quand c'est une personne des quartiers populaires, quand c'est une personne de couleur, tout de suite, on va la réprimer très rapidement. En 2018, mon petit frère Youssouf Traoré, en 2023, Youssouf Traoré, quand nous faisons la manifestation à Paris, sur République, et nous avons la brave qui va le frapper, qui va le défoncer, qui va le défigurer, qui va le mettre à terre, qui va le violenter. Et aujourd'hui, nous avons porté plainte contre eux. La plainte que mon frère Youssouf Traoré va être fermée et une plainte va être ouverte contre lui. Son procès aura lieu le 12 juin. Voilà comment ça se passe très rapidement. En fait, ce qui est important à dénoncer, c'est comment le système et comment l'État va mettre les choses en place pour un mensonge soit très réalisable. Comme si on était dans une scène de film et que toutes les choses, et que des acteurs, le producteur, le réalisateur, on peut le prendre comme dans une scène de film, comment tout va être organisé pour que ce mensonge soit efficace, pour que ce mensonge soit mis à la perfection, pour qu'on puisse aller à un procès, pour qu'on puisse aller au tribunal. On peut reprendre un autre cas dans l'affaire Adama Traoré, c'est celle de Bagui Traoré, qui va faire 5 ans de prison, où il y a 99 gendarmes qui portent plainte contre lui. Il va être accusé de tentative d'assassinat. Et sur cette tentative d'assassinat, nous allons avoir 3 semaines de procès aux assises, de 9h à 22h, et cela pendant tous les jours. Bagui Traoré va être acquitté, mais encore une fois, on va devoir se défendre. Encore une fois, on doit faire une conférence de presse comme Anas le fait aujourd'hui. Encore une fois, on doit aller crier haut et fort, aller chercher des avocats, aller chercher de l'argent pour dire que nous sommes innocents, que vous ne pouvez pas nous condamner de cette façon et sans nous taire.
Et tout le monde n'a pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui de pouvoir organiser une conférence de presse. Tout le monde ne peut pas se mobiliser, tout le monde ne peut pas mobiliser du monde. Il faut savoir que beaucoup de personnes des quartiers populaires aujourd'hui sont en prison, sont condamnées, ont des amendes. Et ça, quand on est aux côtés d'Anna, c'est aussi pour dénoncer tout ça. Et c'est de dire qu'on ne peut pas laisser faire, que cette répression-là ne peut pas continuer à exister. Moi, je devais avoir un procès, mais je t'ai laissé la place, Anas, qui devait avoir le 6 mai, encore pour où je suis mise en examen encore une fois face aux gendarmes responsables de la mort de mon petit frère. Un report a été demandé et voilà en tout cas ce que nous sommes en train d'endurer quotidiennement, en même temps de devoir se battre pour une cause qui est juste, de pouvoir se battre pour des vivants, pour pouvoir se battre pour l'honneur et la dignité de nos morts, pour pouvoir se battre pour nos droits, pour l'égalité, pour pouvoir se battre pour vivre dans un pays qui est la France, et de dire que la démocratie est pour tout le monde, les conséquences, elles sont énormes. Parce qu'en tant que personne des quartiers populaires, en tant que personne noire, on n'a pas le droit, on devient tout de suite la personne de la place du marché qu'il faut nuire, qu'il faut éteindre, qu'il faut écraser, qu'il faut calomnier, à qui il faut faire des dossiers, à qui il faut mettre sa vie en péril. Nous, on s'est déjà retrouvés dans cette violence, elle va plus loin aussi, elle va même dans nos vies privées, où on s'est retrouvés sur plusieurs mois avec nos téléphones qui étaient mis sur écoute, avec on a été retrouvés en audition également sur plusieurs heures, moi et toute ma famille, comme si on était des criminels, comme si défendre la cause d'une personne morte, de notre frère Adama, défendre des droits, où on devenait des criminels, où ce n'était pas justifiable, et ce non justifiable rentrait jusqu'à dans nos vies privées où tout était scruté, nos comptes en banque, nos téléphones, nos vies privées, avec qui on fréquentait, qui on voyait, quand on avait des rendez-vous avec des personnes là, ces personnes-là étaient également convoquées pour savoir ce qui nous avait dit ou quel échange on avait eu, où on a eu des accusations de tentatives d'assassinat sur des forces de l'ordre. En fait, ça va très loin. Et dans ce manuel, parce qu'aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous construisons aussi un contre-manuel pour dire que on va continuer à dénoncer ça, on va continuer à parler, mais pas au détriment de nos vies, pas au détriment de nos familles, et surtout que personne ne soit spectateur de ce qui se passe, et ça ne doit pas rester juste une affaire de Anas, juste une affaire de Assa Traoré, ou de Rima, ou de qui que ce soit, mais ça doit être une affaire de tous, parce que quand on se bat juste pour l'égalité, on se bat pour un droit, on se bat pour de la dignité, on se bat pour un honneur, c'est des combats qui sont loyaux, ce ne sont pas des combats qui sont nuisibles à une société. Et aujourd'hui, on doit se justifier du comment, du pourquoi, et la presse a également un rôle très important. Parce que quand la presse, quand il y a des accusations sont mises en place, et dès que le bouton est actionné, on a la presse qui va arriver, et pouvoir se défaire de ce qui est vrai et de ce qui est faux, mais il faut redoubler d'efforts, il faut redoubler en tout cas davantage d'arguments, de prise de parole. Et plus on parle, plus on est attaqué, plus on se défend, plus on dit qu'on est répressif, plus on parle, on dit que tu devrais te taire, et plus on avance, plus il faut continuer à se défendre. Et comme je dis, nous sommes une famille de victimes, et on ne sera jamais leur victime. Jamais on se laissera faire, jamais on se taira devant une quelconque accusation. Moi, sur mon procès en 2021, quand on me dit à Assa Traoré quel est votre dernier mot, je leur dis vous avez rendu ma lettre, j'accuse aussi célèbre que celle d'Émile Zola. Vous faites le choix de vouloir si votre nom continuera dans cette liste, parce que toutes les personnes qui seront contre la vérité dans la mort de mon frère, je continuerai à dénoncer leur nom quoi qu'il arrive, et ça me portera toutes les mises en examen qu'il faudra, mais elles doivent, et ça m'en a valu une autre, mais on ira jusqu'au bout. C'est surtout que ces mises en examen, ces accusations-là ne doivent pas rester dans le silence, elles ne doivent pas rester comme si que rien ne pouvait se passer, parce qu'aujourd'hui, quand on dit Assa Traoré, quand on dit Rima, quand on dit Anas, ou quand on dit bien d'autres, ça arrivera à bien d'autres personnes, à vos amis, à vos proches, et peut-être à vous-même, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur la répression, et la répression qui est beaucoup plus forte, c'est celle des personnes des quartiers populaires, des personnes de couleur qui, elles, n'ont pas le droit de prendre la parole, en tout cas, leur parole n'est pas légitime.
dites-vous bien, cette répression-là, elle va continuer à grandir et elle ira sur toutes les personnes qui prendront la parole et qui diront un mot qui déplaira à ce système répressif. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai à dire, c'est que nous, on continuera à te soutenir. On ira avec toi. Il y a une expression qu'on dit chez nous au Mali, si tu rentres dans le trou, on rentre dans le trou avec toi. Et on sera là avec toi jusqu'au le 18 juin, parce qu'aujourd'hui, quand on se bat pour la dignité, on se bat pour un honneur, on se bat pour que l'égalité ne reste pas un rêve, mais devienne une réalité. Et surtout, on se bat pour que dans notre pays, le pays qui est la France, cette nouvelle génération qui n'a pas peur, cette génération qui est en effervescence, cette génération qui prend aujourd'hui un tournant fort et puissant, rentrera quoi qu'il arrive dans l'histoire. Et si elle doit rentrer avec des noms, si elle doit rentrer avec le nom de Anas et toutes les personnes, ça sera surtout de dire qu'est-ce que l'histoire retiendra dans 20 ans, dans 30 ans, c'est de dire que des personnes engagées, des personnes politiques, des personnes militantes, des générations françaises, une jeunesse, se sont levées pour dire non et pour dire que on continuera à se battre et on ira jusqu'au bout. Et on espère que tu seras relaxé, qu'une relaxation en tout cas sera faite le jour de ton procès. Et voilà, en tout cas moi ce que j'ai à dire, et tu as tout notre soutien, que ce soit moi, le comité Adama, Génération Leader, et je pense une grande jeunesse et énormément de monde, et toutes les causes que tu as pu en tout cas, auxquelles Anas a pu y participer, on sera très nombreux ce 18 juin. Donc ils s'attendent en tout cas à nous voir très nombreux pour demander cette relaxation. Merci. Déjà bonjour à toutes et à tous et merci à la presse qui est présente. Je voulais remercier déjà les camarades de la CGT du 18e de nous accueillir dans ces locaux, nous permettre de pouvoir tenir cette conférence de presse. Saluer François Burga qui est aujourd'hui en train de vivre ce que je vais vivre avec un autre camarade de Révolution Permanente dans quelques semaines maintenant. Remercier mes avocates Priska, Julie, Romane et Elsa. Remercier Rima, Assa, Frédéric et les camarades de Sudrail Paris Nord qui me font l'honneur d'être à mes côtés. Moi je voulais dire déjà un peu en préambule, si on fait cette conférence de presse, c'est justement comme disait Assa, c'est parce qu'on refuse d'être victime de quoi que ce soit. On refuse d'être les victimes de l'extrême droite, on refuse d'être les victimes de l'État d'Israël. Et on veut faire de ce procès-là le procès de la criminalisation des soutiens au peuple palestinien, la criminalisation des opposants politiques. C'est ça ce qu'on veut faire. Si on fait cette conférence de presse, c'est pas pour faire la manche, quémander quoi que ce soit. Ce qu'on est en train de faire là, c'est un acte révolutionnaire, c'est un acte éminemment politique, d'alerte de l'ensemble des organisations de notre camp social, mais même plus largement, et l'ensemble de l'opinion publique. Si on est là devant vous, c'est parce que l'État d'Israël ne peut pas nous tuer. L'État d'Israël ne peut pas nous mettre des balles de sniper dans la tête. Elle ne peut pas nous bombarder. Elle ne peut pas incendier nos maisons. C'est ça. S'il y avait des Rima Hassan, des Frédéric Lordon, des Assa Traoré, des Anas Kazib et tant d'autres, des François Burga et autres qui s'étaient exprimés dans la bande de Gaza, ça serait la prison ou la mort. Et ce qu'ils ne peuvent pas faire ici en France et à l'échelle internationale, ils essayent de le régler par l'instrumentalisation politique des pouvoirs policiers et judiciaires. Parce qu'on ne peut pas mettre de balles de sniper, on va aller chercher des procureurs de la République pour savoir si on peut faire fermer des gueules à des militants, des opposants politiques. On est borgné un gilet jaune il y a quelques années en arrière pour en faire rentrer 10 000 chez eux le samedi d'après. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand on attaque Rima Hassan, Assa Traoré, Anas Kazib et tant d'autres, c'est pour essayer de faire fermer la gueule au plus grand nombre. C'est quelque chose de très grave ce qui est en train de se passer. Et donc, il faut que tout le monde s'en rende compte. Et c'est pour ça qu'on refuse d'être des victimes. Bien sûr, on a des statuts de porte-parole, de personnalité publique, et on en est consciente, mais celles et ceux qui nous attaquent aussi en face le savent.
Ils savent que si demain on condamne Anas Kazib, si on condamne Rima Hassan, etc., ça enverra le message à celles et ceux qui n'ont pas notre force médiatique, nos organisations, etc., autour d'elles, se diront, si on fait ça à Rima Hassan ou à Anas Kazib, qu'est-ce qu'on va me faire à moi qui suis juste une personne lambda, une travailleuse et un travailleur? Ça, c'est une réalité. Et c'est pour cette raison-là qu'on fait cette conférence de presse. Ce n'est pas pour quémander quoi que ce soit. C'est pour alerter et bien entendu exiger la relaxe pour mon procès et celui du camarade de Révolution Permanente sur lequel je donnerai des éléments du dossier, mais également exiger que ça puisse s'arrêter. Parce que nous ne sommes pas seuls et ça va continuer si à un moment donné il n'y a pas ce qu'on qualifie de bloc de résistance qui se met en route. On est en train de mettre ce bloc de résistance. Cette conférence de presse, elle est un bloc de résistance d'une certaine manière à ce qui est en train de se passer. Et cette offensive-là qu'on est en train de vivre en France, c'est une offensive qui se vit à l'échelle internationale. Il y a une camarade députée du FITU en Argentine, Vanina Biassi, qui est convoquée par la justice pour son soutien au peuple palestinien. On a voté la déportation de Mahmoud Khalil, qui est un étudiant de Columbia. Un étudiant palestinien qui a un double crime. Un double crime. C'est d'être palestinien et son double crime, c'est de soutenir la cause du peuple auquel il appartient. De ne pas accepter que sa famille, ses frères et sœurs, ses neveux, ses cousins, ils vivent massacrés. Voilà, c'est ça son crime. Et il est déporté pour ça aux États-Unis. En Allemagne, on attend des gens sur le tarmac, des intellectuels qui viennent pour des conférences sur la Palestine. On les attend sur les tarmacs à Berlin pour leur dire « remontez dans l'avion, cassez-vous d'ici ». Il n'y a pas possibilité de parler de la Palestine. En Angleterre, c'est la même chose. Et on n'oublie pas qu'en France, d'accord, ce que nous vivons, il y a un homme qui le vit depuis une quarantaine d'années, sinon plus, qui est le plus vieil homme politique incarcéré dans le monde pour une seule et unique raison, la question palestinienne. Il n'y a pas son pareil, il n'y a pas pareille répression que sur la question palestinienne. D'accord? Georges Ibrahim Abdallah n'est pas dans les geôles de la Biélorussie, de Orban ou de je ne sais qui. Il est dans les geôles de Macron. Depuis plus de 40 ans. J'ai 38 ans, il était en prison avant ma naissance. Et c'est ça ce qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui et que on a l'urgence, la nécessité de faire en sorte que ces choses-là s'arrêtent. Parce que si aujourd'hui nous sommes des apologues du terrorisme, d'accord ? Si c'est ça le crime qu'on essaye de nous coller, demain, lorsque nous interviendrons sur des possibilités de guerre impérialiste, lorsque demain il va s'agir d'affrontement entre la France, la Russie ou je ne sais quelle autre puissance, on sera anti-patrie. Parce qu'on dira et on émettra des avis sur la question des discours va-t-en-guerre. Et donc c'est toujours les questions de Palestine, les questions de violence policière dans les quartiers populaires, elles sont toujours des laboratoires d'expérimentation pour des offensives réactionnaires les années suivantes. Et on est en train de le vivre très clairement aujourd'hui. D'accord ? Je vais donner certains éléments dont j'ai pris connaissance sur le dossier. La première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est une attaque qui est éminemment politique. D'accord ? Éminemment politique pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une association qui s'appelle la Jeunesse française juive qui nous attaque, qui est une association dont je n'ai pas connaissance, qui est créée de toutes pièces le 7 octobre. Voilà. Donc cette association, elle n'avait aucune existence avant le 7 octobre. Elle s'est créée le 7 octobre. On ne sait pas qui est dedans, combien il y a de membres dans cette association, mais cette association, elle a des relais très importants. C'est-à-dire qu'ils ont une plainte qui a été faite par une cinquantaine d'avocats, d'accord ? C'est-à-dire que ce n'est même pas une plainte, c'est une plainte signée par une cinquantaine d'avocats, avec 41 noms, dont je vous donnerai certains noms qui sont concernés par cette plainte, d'accord ? Et cette plainte-là, elle est déposée par certains avocats qui ne cachent même pas leur proximité avec l'extrême droite, d'accord ? Il y en a une que certaines et certains connaissent, c'est Sarah Saldman. Voilà. Sarah Saldman qui fait des TikTok pour expliquer qu'il faut donner de l'argent pour aider au financement de Tsahal. Il y a un autre
éminent avocat, qui n'est pas qu'un simple avocat du barreau de Paris, qui a aussi eu des rôles institutionnels dans l'État français. C'est Olivier Pardo, dont un de ses enfants, je crois, si je ne dis pas de bêtises, est réserviste de l'armée israélienne. Donc on est attaqué par, et puis excusez-moi, mais il y a quand même quelque chose d'important sur Olivier Pardo, c'est que c'est l'avocat de Zemmour. C'est-à-dire que c'est une association proche d'Éric Zemmour, parce qu'ils vous regardez sur leur compte Twitter ou X, appelons ce réseau social comme on veut, qui explique que le drapeau palestinien, c'est l'équivalent du drapeau nazi, qui retweet Éric Zemmour. Donc c'est l'extrême droite qui attaque des personnalités publiques de gauche. Et si elle nous attaque, c'est pour deux raisons principales. Deux raisons principales. La première, c'est d'être de gauche. Voilà. Et la deuxième, c'est d'être des personnalités publiques. C'est-à-dire que leur but, c'est que nous soyons des panneaux publicitaires pour leur association. Parce que de fait, on est obligé d'en parler aujourd'hui. Et que ça va leur permettre d'avoir des followers et que des gens peut-être qui vont dire, bah, peut-être faut leur donner un billet ou faire quelque chose, s'il faut continuer à les soutenir, s'ils sont en train d'attaquer les soutiens du peuple palestinien. Et donc dans cette plainte, pour vous donner quelques noms, et non des moindres, que bah, ici tout le monde connaît, je pense même au-delà de cette salle. Excusez-moi. Donc, je pense qu'ici, tout le monde connaît. Donc, il y a 41 personnes qui sont visées par cette plainte. Je pense que tout le monde connaît ici Jean-Luc Mélenchon. Donc, Jean-Luc Mélenchon, il est numéro 1 des personnes attaquées par cette plainte. Numéro 2, Madame Danielle Obono. Numéro 3, Monsieur Philippe Poutou. Numéro 4, Madame Ercilia Soudès. Numéro 5, Monsieur Anas Kazib. Numéro 6, Monsieur Olivier Besancenot. Thomas Porte. Raphaël Arnaud. Julien Salingue. Il y a 12 militants de l'UJFP. Sur les 41, il y a 12 membres de l'Union juive française pour la paix. Voilà. Et donc on attaque le nouveau parti anticapitaliste, le collectif Révolution Permanente, l'UJFP, le Parti des indigènes de la République, le collectif Palestine Vaincra, Perspective musulmane, l'Union départementale de la CGT du Nord. Voilà. Donc il y a une plainte où on est tous ciblés et on demande à un procureur de la République de se saisir de cette plainte-là, de cette tribune politique. C'est-à-dire nous on fait des tribunes dans Politis, dans Libération, dans Mediapart, etc. Eux, les tribunes politiques, ils les font sur le bureau du commissariat. Voilà. Je ne peux pas en finir avec l'extrême droite, alors on va faire une tribune, Rima Hassan, Frédéric Lordon, etc. Et puis nous, à gauche, on va les donner, ces tribunes-là, plutôt qu'à les donner à la presse, on va les donner au procureur pour voir si peut-être on peut aller faire chier Marine Le Pen, Jordan Bardella ou je ne sais quoi, pour les faire taire. Parce que pendant qu'on est en train de faire ça, on n'est pas en train de faire autre chose. Et donc c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que c'est une atteinte grave à la liberté d'expression, une atteinte grave au fait d'être des simples opposants politiques. D'accord ? C'est une atteinte grave à ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas pourquoi le camarade et moi sommes les seuls là-dedans. Il y a 41 noms. Malheureusement, je pense qu'il y en a certains qui ont déjà dû commencer à avoir des auditions et peut-être d'autres auront des procès demain. Moi, je nous souhaite la relaxe, mais pour que ça puisse mettre un terme à cette offensive de l'extrême droite. Parce que cette offensive de l'extrême droite, elle a eu un retour favorable du procureur de la République. C'est qu'il y a un procureur de la République qui s'est dit « Tiens, je vais m'en saisir et je vais donner du grain à moudre à l'extrême droite. Je vais expliquer à l'avocat de Zemmour, donne-moi ta tribune, moi je vais les convoquer pour toi, avocat de Zemmour, je vais les convoquer. » Voilà. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai pas fini sur le dossier, parce que là c'est que la face la plus visible de l'attaque. C'est un dossier qui fait 400 pages.
Certaines de mes avocates ont suivi des affaires pénales importantes, etc. Il faut savoir que 400 pages, c'est des affaires de terrorisme. Il y a eu des réquisitions qui ont été faites à la sécurité sociale, à la CAF, dans les mutuelles, chez nos employeurs, etc. etc. C'est-à-dire que le dossier, dedans, il y a le nom, le prénom de ma femme, nos adresses, le nom, le prénom de mes enfants, mon employeur, les médicaments qu'on nous rembourse ou qu'on ne nous rembourse pas. Et cette enquête-là, elle n'est pas faite par le commissariat du coin. Elle n'est pas faite par le commissariat de la Goutte d'Or ou de je ne sais quoi. Elle est faite par l'état-major, d'accord, l'état-major de la police nationale. C'est-à-dire que c'est la haute direction de la police nationale qui diligente une enquête sur un militant politique et un militant syndical. Pour un tweet, ils se tiennent du côté du boucher. C'est ça ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si on trouve ça normal. Ceux qui parlent d'esprit Charlie, ceux qui parlent de droits de l'homme, ceux qui parlent du pays des Lumières. Si on trouve normal que pour un tweet de soutien au peuple palestinien aussi élémentaire, ils donnent l'occasion à l'extrême droite de nous attaquer et à l'état-major de la police nationale d'aller faire, aux côtés du procureur, des réquisitions jusqu'à la sécurité sociale pour savoir combien on est remboursé sur les médicaments, combien la CAF nous donne pour les allocations familiales, etc. etc. C'est ça ce qui est en train de se passer. Et donc, il faut absolument, absolument s'élever contre ça. S'élever contre ça. Nous, on refuse d'être les victimes. Moi, je ne serai pas les victimes des avocats de Zemmour ou de je ne sais qui, quelle organisation. On ne laissera pas faire ça. Et s'il faut aller jusqu'à je ne sais quelle juridiction, on ira jusqu'à je ne sais quelle juridiction. Il faut le comprendre. Il faut être clair là-dessus. Moi, j'en appelle à l'opinion publique, à l'ensemble des militantes et militants. Il faut s'indigner là-dessus. Parce que si aujourd'hui on vise Anas Kazib, c'est parce que ça envoie un message aussi large. Et ils le savent pertinemment. On peut envoyer un message au mouvement ouvrier, au quartier populaire, à la communauté musulmane. Ils le savent ça. Ils savent quand ils me visent, ils savent ce qu'ils visent aussi. Et ils savent que ça envoie aussi un message à une grande partie de la gauche dans ce pays. Et qu'on ne doit pas accepter en fait qu'un porte-parole d'une organisation politique, il puisse être comme ça convoqué et répondre à des accusations infamantes. Et pour vous dire même, dans le dossier, ils prennent des tweets qui n'ont rien à voir avec la Palestine. Voilà. Donc, on met des tweets sur mes positions sur la mort de Naël. Voilà. Ce que j'ai dit sur la mort de Naël. On prend mes tweets sur ce que je dis sur l'imam Majoubi. Vous savez, c'était le fameux imam du Sud qui avait dit les drapeaux tricolores. Voilà, et qui s'est fait expulser. Voilà, voilà, il y a de l'état-major de la police nationale qui dit comment il parle aussi sur un imam, comment il parle sur Naël, etc. C'est-à-dire qu'on décrypte quelles sont mes activités politiques. C'est pas l'apologie qui les intéresse, c'est pas la Palestine, c'est l'opposant politique. Et dans la plainte, il est dit clairement, la réponse pénale est d'autant plus importante que ces propos ont été tenus par des personnalités publiques. Nous sommes visés parce que nous sommes des militants politiques. C'est ça ce qui les intéresse. Ils ne peuvent pas mettre la face de Netanyahou sur les bus de la RATP, mais nous, on doit leur servir de bus. On doit leur servir de panneaux publicitaires. Voilà. Comme ça, nous, ils parlent de nous, on parle d'eux aujourd'hui dans des conférences de presse. Et il faut absolument que ça soit compris. Parce qu'il est hors de question qu'après 1 an et demi de boucherie, de massacre, où même Emmanuel Macron est obligé lui-même de le reconnaître aujourd'hui, ça soit nous qui soyons accusés. C'est quand même incroyable. Benjamin Netanyahou n'a même pas le droit de survoler le territoire français, et c'est Anas Kazib qui va aller répondre de pourquoi on massacre les gens dans la bande de Gaza. La dernière chose que je voulais dire, c'était simplement de remercier les 1000 signataires de la tribune, qui est une tribune plus qu'importante, je veux dire. Et je veux envoyer un message aussi à l'ensemble des journalistes qui sont ici présents. On a eu beaucoup de difficultés à sortir une tribune
où il y a 1000 signataires. Moi, je ne suis pas rédacteur en chef d'aucun journal, mais moi, je pense que si il y a un porte-parole d'une organisation politique qui est attaqué, c'est signé par Pablo Iglesias, Ilan Pappé, Rima Hassan, la France Insoumise, des intellectuels d'Harvard, des prix Nobel de la paix, je veux dire, à un moment donné, bon, le papier coûte cher, et je pense que mettre la tribune sur un serveur informatique, ça coûte cher, mais que des journaux refusent de publier ça, ça dit quelque chose de grave. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à ces gens-là de gagner. Voilà. Et je veux dire une dernière chose sur le camarade qu'on protège, qui est un militant de Révolution Permanente. Moi, je suis exposé publiquement et je suis porte-parole d'une organisation politique et je suis militant syndical d'une organisation qui est Sudrail Paris Nord. Donc, je peux pas me... ça serait bizarre que je m'expose pas. Mais le camarade de Révolution Permanente, on a fait le choix volontairement pour le protéger, pour sa famille, etc. Parce que c'est quelqu'un dans une situation aussi de précarité. C'est un militant racisé, je tiens à le dire. Voilà, parce que jamais voilà, François Burga n'est pas racisé. Il est soutien à la Palestine. Je pense qu'on va envoyer un message aux intellectuels d'en dire fermez vos gueules. À Jean-Paul Delesco, on veut dire fermez vos gueules, les syndicalistes, la CGT, etc. Et je pense qu'il faut voir qu'il y a quelque chose de commun à beaucoup, à Rima et moi et d'autres. C'est qu'Assa Traoré, c'est qu'on est des personnes racisées. Voilà. Donc comme ça, au moins, on sait ce qu'on vise. Mais le camarade de Révolution Permanente est convoqué pour avoir écrit un article sur la Palestine. Voilà. Donc, quand on parle tout à l'heure d'esprit Charlie, quand on parle de la liberté d'expression et la liberté de la presse, je pense qu'en tant que journaliste, il faut s'indigner de ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un camarade de Révolution Permanente. Il y a des journalistes que je connais ici, notamment un, Mathieu Dejean, que j'ai connu à ses débuts quand il était aux Inrock et qui est aujourd'hui à Mediapart. Ben, je ne souhaite pas que Mathieu Dejean, demain, pour avoir écrit un article dans Mediapart, il se retrouve à devoir rendre des comptes à l'état-major de la police nationale sur pourquoi il a écrit telle ou telle chose sur la Palestine. Eh bien oui, il y a un militant de Révolution Permanente qui est journaliste international de la section internationale de Révolution Permanente, qui est un camarade qui voyage à travers le monde, qui est en contact avec d'éminents intellectuels à travers le monde sur des sujets aussi divers et variés que ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Colombie ou ailleurs, d'accord, et qui écrit sur la Palestine, le Moyen-Orient, comme il écrit sur 1001 autres situations, et qui est convoqué aujourd'hui, et à qui on demande, un journaliste politique, pourquoi vous avez écrit telle ou telle chose. Donc, je n'ai pas plus de choses à dire que sinon vous faire comprendre que ce n'est en aucun cas une conférence de presse pour s'apitoyer, dire à quel point Anas Kazib, il est le plus malheureux et il faut sauver Anas Kazib, etc. etc. Ce n'est pas ça ce qu'on est en train de faire à travers cette conférence de presse. Bien évidemment, on exige la relaxe pour toutes et tous, mais on veut mettre un gros coup de pied dans la fourmilière aujourd'hui. Il va falloir commencer à ce que vous alliez faire vos recherches sur ce qu'est la jeunesse française juive, ce que fait Olivier Pardo là-dedans, ce que fait Sarah Saldman là-dedans. C'est à vous de faire ça. La conférence de presse, elle est là pour lancer l'alerte. Derrière, c'est à vous de faire en sorte de ne pas exiger que dans ce pays-là, alors qu'il y a un massacre à quelques milliers de kilomètres d'ici, que ça soit ceux qui dénoncent un massacre qui vivent ça. Et nous, on sait qu'on est du bon côté de l'histoire. Et peu importe le temps qu'il faudra, on se battra jusqu'au bout, parce qu'on sait, on ne cherche pas la justice, on ne cherche pas la vérité, on la connaît. Nous savons que nous sommes du bon côté de l'histoire. Mais c'est pas grave, on salira tout le monde derrière. Et dans quelques années, peut-être on dira, t'imagines, en 2025, tu te rappelles à l'époque où on mettait des opposants politiques dans des procès alors qu'ils dénonçaient un massacre. Je ne sais pas si on se rend compte de ça, quoi, je veux dire. J'ai pas envie de vous faire les affaires Dreyfus, etc. Je me rappelle que Maître Vergès disait à l'époque de l'affaire Omar Haddad
ce jardinier, l'affaire Omar Mathieu, il avait dit cette phrase forte, il avait dit il y a plusieurs décennies, on avait mis un soldat en prison parce que justement il était juif. Aujourd'hui, on met un jardinier parce qu'il est marocain. Et ben, je pense qu'aujourd'hui, on met aussi des opposants politiques parce que nous sommes des personnes racisées, parce que je suis musulman aussi et que ça permet d'envoyer un message. Hier, c'était des Algériens qu'on coursait pour leur mettre des OQTF. Aujourd'hui, c'est des opposants politiques à la question et des soutiens au peuple palestinien. Et je pense qu'il faut absolument que vous preniez la teneur de ces choses-là et de pas juste retenir la date. Le micro-truc que je voulais dire, c'est qu'il y aura un rassemblement le 18 juin prochain. On va fixer la date, on déposera le rassemblement en préfecture dans les semaines à venir, mais ça sera autour de midi 13h. Et il y a une table ronde importante le 7 mai prochain à la Flèche d'Or avec Frédéric qui est là, Ronnie Broman, Vanessa Kodaccioni, Eugénie Merriot et Elsa Marcel, et nous Anas. deux sur la question de la criminalisation et du crime d'apologie du terrorisme, etc. Parce que ça va être un de nos combats, c'est un combat aussi qu'on partage notamment avec les camarades de la France Insoumise. Il va falloir en finir avec la question du crime d'apologie du terrorisme. Voilà. Aujourd'hui, il sert à faire fermer des gueules. Voilà. C'est ni plus ni moins qu'une loi qui est utilisée pour faire taire les oppositions politiques. Et tout à l'heure, Rima disait pourquoi on ne parle pas d'un certain nombre de choses. Malheureusement, je pense que dans la question, il y avait aussi un peu la réponse. On sait pourquoi malheureusement on ne peut pas parler de plus d'autres choses. Parce que si dire une chose élémentaire comme ils se tiennent aux côtés du boucher, ça vous donne un procès, imaginons si on commençait à parler de questions géostratégiques, géopolitiques, de colonisation, d'apartheid, etc. Je veux dire, y a le camarade des Lucides qui est là et que je salue. Et il sait à quel point si on commençait à s'exprimer sur les tensions qui peuvent exister au Moyen-Orient, je veux dire, c'est pas qu'un seul procès qu'on aurait. Voilà. Merci infiniment à toutes et à tous. Je voulais juste rebondir sur cet aspect qui est très important. Moi, je suis assez surprise qu'aucun journaliste n'ait jugé intéressant dès l'affaire de Guillaume Meurice, par ailleurs, parce que les premières plaintes qui avaient été médiatisées, c'était pendant la campagne. Et qu'aucun journaliste n'a jugé utile d'aller enquêter sur les dépositaires de ces plaintes. Parce que c'est ça, en fait, qui nous intéresse. Et puis on découvre, voilà, à mesure que les convocations se multiplient, pour la plainte sur la question qui a été déposée sur le tweet que j'avais fait sur le soulèvement à Sciences Po, c'est le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, qui par ailleurs en plus se constitue partie civile, c'est-à-dire qu'il considère qu'il a été lésé victime à travers ce tweet. L'OJE, l'Organisation juive européenne, qui a déposé la plainte contre Mathilde Panot, contre moi-même pendant la campagne, il y en a eu d'autres après, et contre Guillaume Meurice. C'est une organisation qui est présidée par une femme qui fait très régulièrement des interventions sur CNews, mais en plus qui s'affiche sur son propre compte Twitter avec le président israélien, qui revendique une proximité avec les services de renseignement israéliens. Moi je suis assez surprise qu'y compris sur cette organisation, ces organisations qui sont dépositaires de ces plaintes, il n'y ait pas d'enquête qui soit faite. On ne retrouve aucun papier fouillé pour dire qui préside telle organisation, elle est proche de qui, elle se revendique de quoi politiquement, parce que l'organisation juive européenne, quand on regarde le titre, on pourrait se dire c'est une organisation qui lutte contre l'antisémitisme en France et elle va baser ses plaintes là-dessus. De la même manière que le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, a priori on est sur une alerte sur des propos antisémites, des actes antisémites. Je ne vois pas en quoi un tweet sur le soulèvement à Sciences Po et d'une manière ou d'une autre, on arrive à le rattacher à une question de l'antisémitisme, à une question religieuse. Donc moi je suis assez surprise qu'il n'y ait pas eu une alerte dès la médiatisation de ces plaintes pendant la campagne. Ça date quand même d'un an, on a un recul, où on avait syndicalistes, personnalités politiques, humoristes, qui étaient visés par la même organisation, à une temporalité qui était la même, et que personne n'ait jugé bon de faire un papier pour présenter les dépositaires de plaintes. Et puis aussi, une question qui est très importante, c'est la question des financements.
Enfin, moi, pendant la campagne, il y a eu 2 papiers sur une bourse que j'avais obtenue pour un projet de photo que j'ai exposé en Tunisie. Et j'ai eu une bourse de 10 000 € pour 6 mois quand j'étais en Jordanie et que je faisais un peu le tour des camps dans cette région. Après avoir quitté la France, j'ai quitté la France après le 7 octobre. J'avais besoin de couper justement avec ce climat. Et j'avais reçu une bourse de 10 000 € pour 6 mois, donc qui revient voilà, quoi, enfin, à peu près à un salaire que j'avais quand j'étais fonctionnaire. Et il y a eu 2 papiers pendant la campagne qui sont sortis sur alors, qui lui a donné cette bourse, pour faire quoi. Et il y a 2 papiers qui ont été publiés. On est parti contacter la Fondation Lazare qui avait plusieurs bourses pour son festival, le festival JAO qui s'était tenu quelques mois après. Et donc il y avait plusieurs artistes, voilà, projets qui avaient été financés via cette fondation. Et donc je faisais partie des personnes qui avaient obtenu un financement pour ce projet. Et il y a eu 2 papiers quand même sur le sujet. On est parti pointer, qui avaient même titré des financements suspects, obscurs, de Kamel Lazare. Mais en fait, Kamel Lazare, c'est pas lui qui m'a financé directement, c'est la fondation qui ne dirige plus depuis des années. Donc ça pour vous dire qu'il y a vraiment c'est quand même fou de se dire qu'on est parti fouiller sur des choses qui sont... on peut très vite facilement vérifier pour ma part. Il y a eu une exposition, il y a eu un travail qui a été fait et que par ailleurs on a des sujets qui sont extrêmement c'est pas un sujet de société, je veux dire mon exposition, une expo photo que je fais, c'est pas un sujet de société quoi. Enfin, je veux dire, mais à la limite pourquoi pas, je rentre en campagne, on fouille tous les aspects de ma vie, à la limite pourquoi pas, mais je trouve ça assez fou qu'il n'y ait pas de médias qui se soient saisis de cette question pour faire quelques papiers un peu plus fouillés sur ces organisations dépositaires de plaintes et surtout fouiller et exposer d'où elles parlent politiquement. Ça, c'est extrêmement important. Quand on a des personnes qui s'affichent avec un régime et qui ensuite vont déposer des plaintes contre toutes les personnes qui critiquent ce même régime, je veux dire, le lien politique, il est quand même évident, quoi. On parle pas d'un président d'une organisation qui serait totalement éloigné, totalement... Voilà, qui le fait en toute distance, avec une distance politique, avec le sujet de la question palestinienne. Elle le fait en exprimant des positions très fréquemment, qui sont des positions qui sont alignées avec la propagande du régime israélien, et qui en plus s'affiche publiquement avec des représentants du régime israélien. Et c'est vrai que si on regarde un peu, c'est absolument pas fouillé, quoi, journalistiquement parlant. Il y a pas... Personne n'est parti chercher la question des financements. Je veux dire, une organisation qui se crée le 7 octobre, qui a 50 avocats mobilisés, enfin, je sais pas, moi je me pose une question très simple. Parce que nous, ça nous coûte tout ça, hein, financièrement. Ça nous coûte financièrement parce qu'en plus, toutes ces organisations se constituent partie civile. Donc derrière, il n'y a pas juste la question de la condamnation. Et ensuite, la question de... On va soutirer aussi de l'argent. Et ce qui est assez incroyable, c'est que voilà, on n'a aucune transparence en fait sur qui paye ces 50 avocats. Je présume qu'ils ne travaillent pas bénévolement. On parle de centaines de plaintes, on parle de centaines de procédures. C'est pas la seule organisation, il y a celle-là, il y a l'OJE, il y en a d'autres. Mais je veux dire, personne ne juge bon d'aller regarder qui finance ces organisations. Est-ce qu'elles reçoivent des financements de près ou de loin du régime israélien ou par des intermédiaires voilà, qui passent en fait via ce régime israélien. Enfin, je veux dire, la question elle se pose. La question elle se pose. Et je suis assez scandalisée que aucun média n'ait jugé bon d'aller fouiller un peu plus voilà, l'approche de ces organisations qui sont les principales dépositaires de ces plaintes, au-delà effectivement de la complaisance des autorités françaises et du pouvoir judiciaire. Il y a vraiment d'abord, indépendamment de tout ça et de tout ce qu'on a dénoncé politiquement sur la position de la France, il y a un travail, je suis désolée, mais ne serait-ce que pour informer l'opinion publique, au vu du caractère massif, on ne parle pas de 5 ou 6 plaintes, on parle vraiment de centaines de plaintes qui visent des citoyens ordinaires. Et ça a été dit, demain ça pourrait être un de vos proches, je veux dire, ça pourrait être votre enfant, votre cousin, j'en sais rien, qui se positionne sur une question et qui se retrouve visé par ces procédures. Il y a un sujet vraiment d'ordre
voilà, de société, quoi, de se poser la question de qui sont ces organisations qui déposent des plaintes par centaines, qui financent ces 50 avocats, ces dizaines d'avocats qui travaillent sur ces sujets, quelle est leur position politique, de quoi elles se revendiquent et d'où elles parlent politiquement. Tout ça, je crois qu'on en a besoin dans ce climat actuel de répression. Un mot rapide parce que ça me fait réfléchir. On fait les questions et les réponses nous-mêmes en fait. Je veux dire, moi ça me fait réfléchir à un truc, ce que tu dis, et effectivement même en discutant là, je pense qu'il faut mesurer l'importance de cette histoire de partie civile et qu'il y a tout le volet que vous décrivez, mais je pense qu'il faut prendre la mesure de ce que ça représente aussi judiciairement comme type d'audience et que c'est effectivement, à mon avis, ça interpelle que ce soit si peu couvert, mais parce que c'est des vraies pratiques d'intimidation judiciaire, en fait, c'est très très impressionnant, ça leur sert politiquement en fait, ça leur sert de tous les points de vue que vous décriviez, mais ça leur sert aussi dans l'audience, c'est-à-dire que par exemple là, je discutais même par rapport à l'audience de Burgat, vous disiez voilà, Pardo, Salman, d'autres, mais on peut penser aussi à Goldnadel, hein, qui a été un temps avocat sans frontières, etc. Enfin, je veux dire, on sait quel type de personnage c'est, et en fait, il se constitue partie civile parfois à 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais que ça a été jusqu'à 9 organisations, parfois la veille de l'audience, parfois à l'audience, et ils peuvent venir à 2 avocats par organisation. Donc en fait, ils s'amusent à plaider de la propagande de guerre de manière particulièrement outrancière et à presser les prévenus, à les contre-interroger. J'ai défendu un homme de 73 ans qui est quand même un ancien conseiller municipal et qui est un ancien élu du Parti Socialiste qui s'est retrouvé dans un acculé et dans un niveau mais je veux dire, de panique absolue parce qu'il était en train d'être contre-interrogé de manière ultra brutale par des avocats qui s'enchaînent et ça leur donne un vrai espace en fait de terreur politique à mon avis dans ce type de cadre, et surtout il faut voir un peu la logique du truc, c'est-à-dire que la recevabilité de la partie civile, parce que ça on disait c'est constitué, a priori c'est une organisation qui existe depuis le 7 octobre ou quelques jours après, donc une organisation pour être recevable comme partie civile il faut 5 ans d'existence, donc a priori cette organisation n'est même pas recevable, mais le petit jeu c'est que la recevabilité des parties civiles elle se tranche en même temps que la décision sur la sanction et en même temps que la peine. Donc en fait, c'est des gens qui ne sont même pas recevables, mais qui peuvent plaider 30, 40, 50 minutes s'ils veulent, parfois à 2, et que ça leur permet d'occuper l'espace judiciaire et d'exercer une vraie pression en fait politique, idéologique, et d'avoir une tribune de propagande énorme. Et c'est pour ça qu'effectivement, pour moi, il y a un vrai sujet, un peu à tous les niveaux, sur qui sont ces organisations, comment elles fonctionnent, autour de quelle logique et quelle pratique judiciaire, parce que c'est pour ça que nous, on sait qu'on a besoin d'avoir 4 avocats, d'avoir 4 témoins, et de parler au moins autant qu'eux. Et juste pour ajouter, même si Anas serait relaxé, en fait, ça veut dire qu'ils ont le pouvoir, en tout cas, même s'ils sont 100, 200, 300, d'attaquer au civil. Et ça veut dire d'attaquer au civil, on ne peut rien faire. C'est de l'argent, c'est le préjudice moral, même si devant les tribunaux, on reconnaît qu'il n'est pas coupable ou que la personne est relaxée. Au civil, ils peuvent y aller juste pour le préjudice moral. Par exemple, nous, aujourd'hui, on est presque à 200 000 euros d'amende à donner aux gendarmes, même si on gagne au pénal, au civil on perd systématiquement. Même si quand on gagne on va en appel, ça veut dire que là plus ils sont nombreux, plus ils pourront aller au civil et plus ils pourront avoir d'argent qui sortiront. Ça veut dire que c'est un deuxième procès. Ça veut dire que ce qui est en train de se passer là, quand il y a une accusation comme ça, une condamnation, ça va beaucoup plus loin que les tribunaux, ça va au sein de la famille, c'est ce que je disais au début, ça va financièrement, ça va beaucoup plus loin et ça peut poursuivre sur plusieurs années où les gens ne peuvent plus vivre correctement parce que quand on a 200, 300 ou une centaine de personnes qui attaquent au civil et qui gagnent, c'est beaucoup d'argent.